En 1958, 9 ans après son arrivée au pouvoir, Mao veut sortir la Chine de son état de sous-développement quasi médiéval. Il lance à marche forcée un programme d'industrialisation des villes et des campagnes qui doit propulser la Chine, en moins de 15 ans, vers les terres promises du paradis socialiste. C'est le grand bond en avant. Mais ce rêve fou tourne au cauchemar et entraîne 650 millions de Chinois en enfer. Le pays sombre dans un chaos économique qui provoque une famine sans précédent. Le terrible bilan est d'environ 45 millions de morts. Aujourd'hui encore, Mao reste une icône intouchable. Père fondateur de la Chine rouge, il sert de ciment à la nation et de légitimité au pouvoir actuel. Pour ne pas écorner son image, le Parti communiste chinois impose, depuis 50 ans, un silence assourdissant sur cette tragédie. Pour la première fois, ce film lève le voile sur cet épisode sanglant de l'histoire chinoise. Faire parler les rares témoins de cette époque et tenter de reconstituer la mémoire de la grande famine ne va pas sans risque. Peu nombreux sont ceux qui ont osé braver l'interdit et le silence. Jo Sun, une jeune historienne de l'université de Hong Kong, s'est sentie investie de cette mission. Durant 4 ans, elle a sillonné les campagnes chinoises pour recueillir les témoignages des survivants de cette terrible tragédie. Dès que je pense à cette époque, j'ai les jambes qui se mettent à trembler et j'éprouve une grande tristesse. Je préfère ne pas y penser parce que dès qu'on en parle, j'ai une douleur. Parmi les personnes interrogées, beaucoup n'ont jamais eu l'occasion de raconter leur histoire. Et certains survivants sont très vieux. Alors, pour Jo Sun, il y a urgence. Pour elle, il ne s'agit pas seulement d'un devoir de mémoire, mais également d'une histoire personnelle, car plusieurs membres de sa famille sont morts de faim pendant le grand bond en avant. Yang Jisheng, journaliste et historien, a publié Pierre tombale en 2008. C'est le premier ouvrage chinois consacré à la Grande Famine. Publié à Hong Kong, il est censuré en Chine continentale. Son propre père est mort de faim durant cette période. Même si personne n'était mort de faim dans ma famille, j'aurais quand même écrit ce livre, car c'est très important. En tant que journaliste, je me devais de témoigner. Je l'ai fait pour que les générations suivantes connaissent la vérité. Pour comprendre comment le grand bond en avant a entraîné la mort de dizaines de millions de personnes, il faut remonter aux origines du régime communiste, c'est-à-dire à la prise de Pékin par l'armée rouge en janvier 1949. Pour Mao, qui veut du passé faire table rase, la tâche est immense. Il lui faut vaincre les traditions, les mentalités, les modes de vie archaïques d'une société ancestrale. Il lui faut aussi juguler les famines endémiques et leur cortège de misère. Les Chinois attendent beaucoup du nouveau régime. Ils ont entendu la promesse des communistes de construire une société plus équitable. Pour réaliser ces projets, Mao se rend à Moscou, afin de demander une aide économique à Staline et consolider l'alliance stratégique avec l'URSS. Le leader chinois éprouve une admiration sans borne pour son homologue soviétique, qui pourtant le traite avec mépris, en le faisant patienter 2 jours avant de le recevoir. Les 2 pays signent un traité d'amitié. L'URSS va fournir à la Chine d'énormes quantités d'armes, d'usines, de matériel industriel et agricole, et des conseillers en tout genre.
Ce traité scelle la dépendance de la Chine, car cette aide est loin d'être gratuite. Non seulement la Chine s'engage à rester dans l'orbite de Moscou et à suivre fidèlement son modèle économique, mais il lui faudra aussi rembourser la lourde dette qu'elle vient de contracter. Première étape vers le modèle soviétique, les communistes chinois entament, moins d'un an après leur prise du pouvoir, une vaste réforme agraire. Elle porte sur la moitié des terres cultivées et bénéficie à 300 millions de paysans pauvres. Ces redistributions de terres vont être partout en Chine le théâtre de règlements de comptes. Encouragés par le parti, les paysans pauvres, résignés depuis 2 millénaires à la souffrance et aux humiliations, redressent la tête et donnent libre cours à leurs ressentiments. La violence de classe se déchaîne, plus d'1 million de propriétaires fonciers sont exécutés. Les paysans chinois ont connu leurs 2 meilleures années entre 1950 et 1952, juste après la redistribution des terres de la réforme agraire. En 1950, ils étaient encore pauvres, mais la vie s'est vite améliorée à partir de 1952. Dans mon pays natal, on cultivait des terres qui nous appartenaient et nous mangions à notre faim. On donnait une partie de notre récolte à l'État et on gardait le reste pour nous. Ça nous suffisait largement. J'étais petit à l'époque, mais je sentais bien que la vie s'améliorait. Les villages organisaient toutes sortes d'activités artistiques pendant le Nouvel An. Mais plus tard, tout ça a été supprimé. Mao, le libérateur de la Chine et des paysans, est vénéré comme un dieu des moissons et adulé comme l'empereur de la nouvelle dynastie rouge. Mais dès 1953, ces redistributions de terres font craindre à Mao la réapparition d'une classe de petits propriétaires terriens. Alors, sur le modèle des kolkhozes soviétiques, le parti persuade les paysans de regrouper leurs parcelles en coopératives, accueillant jusqu'à 50 familles. Ils accueillent cette nouvelle étape avec méfiance, car cela signifie qu'ils doivent céder à la communauté les terres qui leur avaient été distribuées 3 ans auparavant. Malgré tout, pour Mao, le modèle stalinien reste la référence, même si le tyran soviétique meurt en cette même année 1953. C'est alors qu'un coup de théâtre ébranle le monde socialiste. En février 1956, lors de son fameux discours au 20e congrès soviétique, Khrouchtchev dénonce les crimes de Staline, son culte de la personnalité et ses désastreuses campagnes de collectivisation. Par contre-coup, en Chine, le modèle stalinien prôné par Mao est révoqué. La campagne de collectivisation agricole est suspendue et la pensée de Mao n'a plus droit de citer. Comme à chaque fois qu'il est mis en minorité par le parti, Mao se retourne vers les masses pour reprendre la main. En bon tacticien, il invite le pays tout entier à s'exprimer librement et à critiquer le pouvoir. Cette campagne, qu'il appelle les 100 fleurs, prend vite une tournure inattendue. Exaltés par cet exercice de démocratie, les intellectuels s'en prennent à la nature même du régime communiste. Pour Mao, qui cherchait à faire sortir les serpents du nid, le stratagème a fonctionné. Il peut alors désigner publiquement comme ennemis de classe tous ceux qui se sont exprimés contre le régime. Mao ordonne une violente répression. Le moindre mot de travers peut être fatal.
Entre 500 000 et 1 million de personnes, surtout des enseignants, sont étiquetés droitistes et déportés dans des camps de travaux forcés où beaucoup meurent de faim. 3000 de ces dissidents sont envoyés dans le camp de Djabiengo, aux confins du désert de Gobi, un camp dit de rééducation. Ah, si vous saviez. Tellement d'entre nous sont morts. En tout, 70% de la population du camp. À l'époque, on dormait par terre à même le sol, dans des trous qu'on nous avait fait creuser. Les morts étaient mis dans des grands camions et on les transportait dans le désert. On les recouvrait d'une mince couche de sable et avec le temps, leur squelette réapparaissait petit à petit à la surface. Voici ce qui restait de ce charnier il y a quelques années encore. Toute la Chine est en proie à un climat de terreur qui s'étend jusqu'au sommet du pouvoir. L'ensemble de la hiérarchie de certaines provinces est remplacé en 1957-1958 par des hommes sans scrupules, prêts à tirer parti de la ligne radicale impulsée par Pékin. La répression contre les droitistes a éliminé tous les opposants et a ouvert la voie vers le grand bond en avant. Le Parti communiste a pu faire ce qu'il voulait, sans rencontrer la moindre résistance, car plus personne n'osait s'exprimer. En muselant ses ennemis, Mao reprend le contrôle total du parti. Il retourne à Moscou en novembre 1957, mais son allié de toujours devient son principal rival. Lorsque Khrouchtchev déclare que l'Union soviétique dépassera la production économique des États-Unis en 15 ans, Mao relève le défi. Il lui répond que la Chine dépassera la production d'acier de la Grande-Bretagne dans les mêmes délais. « 100 millions de paysans sont alors recrutés aux 4 coins du pays pour travailler presque à main nue sur des chantiers pharaoniques. Construction de routes, de voies de chemin de fer, de barrages, de canaux. Pour Mao, il n'y a aucun doute. Le grand bond en avant vers la société communiste a vraiment commencé. Le slogan « Pour faire augmenter la production, redoublons d'audace » devient la ligne officielle du parti. Mao descend symboliquement sur le terrain pour prêter main forte aux paysans. Pour souligner qu'il a rallié le parti derrière lui, il se fait accompagner par Liu Shaoqi, numéro 2 du parti, et par Zhou Enlai, son plus proche compagnon d'armes. Liu confirme qu'il soutient Mao lorsqu'il déclare « Dur labeur pendant quelques années apportera le bonheur pendant 1000 ans ». Tout est bon pour mobiliser les masses et stimuler l'élan révolutionnaire. Dans une campagne extravagante, Mao désigne un nouvel ennemi, les moineaux, accusés de ravager les moissons. Les Chinois sont appelés à sortir par millions pour empêcher les volatiles de se poser. Résultat, les moineaux meurent d'épuisement et laissent la place à un nouvel ennemi, les insectes. Ils pullulent et dévastent une partie des récoltes. À cette campagne saugrenue succède une nouvelle étape vers la collectivisation radicale. Lors d'un déplacement, Mao aperçoit dans un champ une banderole vantant les mérites de la première commune populaire expérimentale établie dans le Henan. Il proclame avec enthousiasme « La commune populaire sera la passerelle qui transportera la Chine vers le paradis socialiste ». Le mot d'ordre est repris dans toutes les provinces, et l'espace d'un été, des milliers de communes voient le jour. Elles regroupent jusqu'à 2000 familles. On prévoit même la mise en place d'énormes unités, rassemblant jusqu'à 10 ou 20 000 foyers, à la tête desquels seront nommés des cadres entièrement acquis à Mao.
La journée de travail commence à l'aube et finit la nuit tombée, rythmée par les musiques à la gloire du grand bond en avant. En tant que cellule de base de la société à venir, la commune expérimente un mode de vie totalement nouveau. Ici, tout est conçu pour immerger l'individu dans une vie collective orientée vers la production. Toute propriété privée est abolie. Les maisons, les animaux, les terres et les biens de production deviennent propriété collective. Des crèches et des écoles gratuites et obligatoires libèrent la femme de ses tâches maternelles, afin qu'elle participe aux travaux des champs. À l'époque, j'étais très jeune. J'étais membre de la Ligue de la jeunesse et en plus responsable de la propagande. C'est dire si je croyais dans le communisme. Pour moi, le communisme était quelque chose de magnifique. Depuis tout petit, on nous enseignait que le paradis communiste arriverait bientôt et qu'il suffisait d'endurer quelques souffrances et de faire quelques sacrifices pour y arriver. C'est comme ça que je voyais les choses. La cellule familiale disparaît et les enfants sont astreints aux nouvelles règles de la vie collective. L'individu n'est plus qu'un rouage dans une grande machine. Je crois que les paroles étaient « le socialisme est bien ». Quelque chose comme ça, mais je ne me souviens plus vraiment. Est-ce que tu chantais d'autres chansons quand tu étais chez toi? On ne chantait qu'à l'école, parce qu'en dehors, la vie était très dure. On ne nous laissait aucun répit. Comment voulais-tu qu'on ait envie de chanter? Comme dans une caserne, les hommes et les femmes sont séparés pour être regroupés en dortoirs. Les relations sexuelles sont réglementées. On séparait les hommes et les femmes et ils ne pouvaient plus avoir de vie conjugale. Certains couples allaient dans les champs pour vivre leur vie sexuelle, mais quand ils se faisaient prendre, on les couvrait de honte en public. Pour certaines femmes, c'était insupportable et beaucoup se sont suicidés. Vous avez tout mis en commun et habité tous ensemble? Les affaires de la maison ont été mises en commun la première année. Les meubles ont été saisis pour faire du feu, et tout ce qui pouvait être détruit a été détruit. Les cochons, les moutons, tout a été collectivisé. Même les casseroles ont été saisies, car plus aucune famille n'était autorisée à cuisiner. Plus personne ne faisait la cuisine chez soi. Le but de l'opération est de contraindre les paysans à prendre leur repas dans les cantines collectives de la commune. Dans certaines d'entre elles, on va jusqu'à supprimer l'argent. On met partout en place un système de points de travail. La nourriture est distribuée en fonction du mérite, c'est-à-dire de la capacité de chacun à remplir les objectifs de production. La notion même de salaire disparaît. On devait se présenter obligatoirement tous les jours. S'il n'y avait pas ton nom sur la liste de présence, tu recevais une sanction et tu perdais des points de travail. Ils t'enlevaient des points? Oui. Sans points de travail, tu n'avais plus rien à manger. Moins tu obtenais de points de travail, moins ils te donnaient de nourriture. Ah, quelle misère. Je peux te dire qu'à l'époque, la vie était impitoyable pour tout le monde. Sauf pour les cadres. Ceux-là, ils vivaient bien. Les cadres du parti deviennent les officiers des communes populaires qui se transforment en de véritables casernes. Chaque jour, les paysans suivent un entraînement militaire, car il faut bien mobiliser les masses pour la défense nationale.
Chaque matin, les paysans étaient rassemblés à l'entrée du village, en attendant que le responsable de groupe leur distribue les tâches. En fin de journée, le responsable criait « Fin du travail !» et les paysans allaient manger. Ils n'étaient plus motivés et la productivité était très faible. C'est une des raisons pour lesquelles la production n'a pas augmenté. Dans la commune populaire, les paysans n'ont plus le droit à la parole. Leur savoir-faire n'est plus pris en compte. Tout est décidé par les autorités supérieures qui, la plupart du temps, n'y connaissent rien. Elles décident de tout. De l'écartement entre chaque plant de riz, du type de semences, de la quantité d'engrais à utiliser. Des terres adaptées à une culture sont affectées à une autre. Résultat, les paysans sont totalement démotivés et les récoltes médiocres engendrent les premières pénuries alimentaires. Mais Mao en veut toujours plus. Pour augmenter la production agricole, il met en compétition les communes entre elles. Celles qui affichent les plus abondantes récoltes sont récompensées lors de cérémonies organisées par le parti, alors que les habitants des communes, eux, manquent cruellement de nourriture. On entre dans un monde où réaliser un record de production, qui s'appelle « lancer un satellite », va de pair avec l'annonce de chiffres truqués. Les cadres sont pris dans une spirale de surenchère. Lors de la réunion au niveau provincial, les hauts responsables m'ont interrogé sur ce que je pensais de tout ça. Alors, certains endroits ont lancé plein de satellites et déclaré des productions élevées. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'étais mis au pied du mur et j'ai dû déclarer que je respecterais les quotas sans faillir. Mais dans la réalité, c'était des engagements que je ne pouvais absolument pas tenir. C'était impossible. On présente à des conseillers soviétiques un champ de blé dont les épis seraient si extraordinairement serrés qu'ils supporteraient le poids de 6 personnes. La photo fait la une du quotidien du peuple. Tout le monde est dupe. Et ceux qui ne le sont pas ont bien trop peur pour dénoncer la supercherie. Le mensonge se généralise à tous les niveaux de la hiérarchie. Les chiffres de production agricole et industrielle sont falsifiés dans tout le pays pour satisfaire et même dépasser les objectifs fixés par le parti. Pendant l'automne 1958, même s'il y avait du blé, on ressentait une pénurie de nourriture. La ville de Danshang, dans la région de Shangqiu, s'est vantée d'avoir fait de bonnes récoltes. Et nous sommes allés jeter un coup d'œil. C'était un endroit réputé fertile. Mais tous ceux qui y sont allés ont vite réalisé que tout ça était complètement bidon. Dans le tas de récoltes qu'ils nous ont montré, les céréales étaient au-dessus, mais en dessous, il n'y avait que du chaume ou de la paille. Tout le monde a bien compris le truc, mais personne n'a osé en parler. Moi aussi, j'avais vu la combine. Conséquence de ces exagérations, l'impôt payé en grains par les communes est calculé sur une base erronée. Résultat, dans certaines régions, l'État prélève la quasi-totalité des quantités réellement récoltées. Pour ne rien arranger, la moisson du printemps 1959 est catastrophique. Les blés étaient à peine battus que tous les membres de la commune étaient mobilisés pour transporter les récoltes sur leur dos jusqu'au bateau qui les emportait. On faisait ça même la nuit en s'éclairant avec des torches. À peine récolté, il fallait transporter le blé ailleurs. Oui, Ils les expédiaient pour payer des dettes? oui. Tu sais quel pays il fallait rembourser? Comment j'aurais pu le savoir? Alors qui t'a dit qu'il fallait payer des dettes? C'était les cadres qui disaient ça. À chaque récolte, Deng Xiaoping disait qu'il fallait rembourser, même si le pays était très pauvre. Ils vous en laissaient un petit peu ou pas? Quelques kilos, bien trop peu pour nous nourrir jusqu'à l'année suivante. Cette fameuse dette est celle que la Chine a contractée auprès de l'URSS pour l'achat de centaines d'usines livrées clé en main.
Pékin s'est engagé à rembourser Moscou sous forme de produits agricoles. Mao veut à tout prix accélérer l'échéance, quitte à affamer les campagnes. Dans certaines régions, les gens n'ont vraiment plus rien à manger. J'ai été envoyé en mission hors du village, mais les personnes de ma famille qui sont restées sur place en étaient réduites à manger des écorces de néflier. Des écorces d'arbres? Oui, les écorces des arbres. Ils mangeaient aussi des racines de bananiers, tout ce qu'ils pouvaient trouver. On a aussi mangé de la boue, une sorte de boue blanche, des tiges de riz aussi. On avait tellement faim qu'on se remplissait l'estomac avec tout ce qu'on trouvait. Une fois, j'ai vu un adulte s'écrouler. Il est tombé par terre alors qu'il tentait de se nourrir avec une sorte de pâte de haricots. Il est mort sous mes yeux. Et il avait encore cette nourriture dans la bouche. Alors je l'ai étendu sous un arbre. On avait tellement faim que peu après, on s'est même mis à manger les feuilles de cet arbre-là. Dans d'autres provinces, la raréfaction des vivres dont la distribution est organisée par les cadres donne à ceux-ci un pouvoir de vie ou de mort sur les habitants de la commune. En théorie, les paysans avaient droit à 250 grammes par jour. Mais les cadres s'accordaient bien davantage pour eux-mêmes. Ils étaient si corrompus qu'ils s'empiffraient sans scrupule. Ceux qui n'avaient pas de bon rapport avec le responsable de la brigade de production, ou ceux qui n'obéissaient pas à ses ordres, étaient privés de nourriture, jusqu'à ce que mort s'en suive. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est le principe qui a été appliqué de 1958 à 1962. En pratique, cela signifie que des catégories entières de personnes, jugées inaptes, faibles ou vulnérables, comme les femmes enceintes, étaient délibérément bannies des cantines et affamées jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour moi, c'est du meurtre. Les cadres d'ici étaient-ils très violents? Oh oui, très cruel. Je me souviens que quand ils ont attrapé des paysans du village qui avaient volé des racines dans les champs, ils les ont entièrement ficelés, de la tête aux pieds. Dans le village numéro 8, un cadre très violent a tué plusieurs personnes en les rouant de coups. Les cantines collectives sont devenues une sorte d'arme entre les mains des cadres qui les dirigeaient. J'ai beaucoup d'exemples en tête, comme le cas de ce responsable d'une cantine collective d'un village de la province du Qinghai, qui un jour a convoqué une femme très belle. Elle souffrait beaucoup de la famine, et le cadre lui a demandé « T'as pas mangé depuis combien de jours ?» Puis il lui a ordonné de se déshabiller. Quand il l'a vue toute nue, il a dit « Pourquoi tes seins sont tout rabougris ?» Et la femme a répondu « C'est vrai que j'ai la poitrine aussi plate que celle d'un homme maintenant. » Le cadre a exigé qu'elle lui amène sa fille. Sa fille était très jeune, mais elle a accepté, en échange de 2 malheureuses galettes de pain. Elle s'est suicidée peu après. Au printemps 1959, la frénésie maoïste prend une autre forme. Le grand timonier exige 100 millions de tonnes d'acier dans les 3 années qui suivent. La production des usines sidérurgiques n'y suffisant pas, les paysans aussi doivent participer à l'effort. Ils bricolent des petits hauts fourneaux avec tout ce qui leur tombe sous la main. Pour confectionner les petits hauts fourneaux, on utilisait des cheveux mélangés à de la boue pour la consolider. Beaucoup de camarades femmes ont dû se les couper. Ma fille cadette, elle aussi a dû se couper les cheveux, la pauvre. Et elle en a pleuré. Mais c'était obligatoire. Presque tous les arbres que comptait la Chine ont été abattus pour servir de combustible. Les forêts ont été rasées et les gens ont dû faire fondre les marmites, les ustensiles de cuisine. Même les cloches des écoles, la ferronnerie des portes, tout a été fondu. Et toute la presse s'en réjouissait. On mobilisait la population de manière absurde. Tout le monde faisait n'importe quoi. La société dans son ensemble avait sombré dans une espèce de folie indescriptible. Officiellement,
la Chine se met à produire des millions et des millions de tonnes d'acier. En réalité, il ne sort de ces fonderies qu'un métal inexploitable. Ces petits hauts fourneaux fonctionnent jour et nuit et mobilisent des dizaines de millions de paysans. Pour rien. L'acier est un marqueur essentiel, un indicateur magique du progrès dans le monde socialiste. La conséquence, bien sûr, c'est que les paysans doivent se tuer à la tâche, alors qu'on leur enlève littéralement le pain de la bouche. Mais pour Mao, tous ces sacrifices en valent la peine. Pendant ce temps-là, à Shanghai, les leaders du pays dînaient, buvaient du vin, achetaient des appareils photo bon marché, s'amusaient. On a dit que Mao n'était pas informé de la situation par ses subordonnés, qu'il ne savait pas qu'une famine massive ravageait les campagnes, mais c'est faux, c'est un mythe. Un document top secret, retrouvé dans les archives, prouve que non seulement Mao était parfaitement au courant de la détresse des paysans, mais qu'il avait même intégré dans sa stratégie de sacrifier les campagnes pour nourrir les villes, les centres industriels et les centres politiques. Il s'agit du compte-rendu des débats d'une session du Politburo datée du 25 mars 1959. Mao y déclare « Quand il y a la famine, tout le monde peut mourir. C'est pourquoi il vaut mieux laisser une moitié de la population mourir, afin que l'autre puisse manger à sa faim. » Et lors de cette conférence à Shanghai, il a même demandé que les prélèvements de céréales soient encore augmentés d'un tiers, atteignant un niveau incroyable. Il l'a dit très clairement, si on prélève jusqu'à un tiers des récoltes, les paysans ne se révolteront pas. Et il envoie des milliers de camions pour exécuter son ordre. En juillet 1959, Mao réunit les dirigeants du parti à Lushan, loin de Pékin. L'objectif initial de cette conférence est justement de corriger les travers de plus en plus apparents du grand bond en avant. Le célèbre maréchal Peng Deruai est le seul à oser s'exprimer dans une lettre ouverte à Mao. Fils de paysan, il est bouleversé par les ravages en vie humaine provoqués par la politique de Mao. Il l'implore. « S'il te plaît, pense au peuple. » Mao ne tolère pas l'affront. Il le contraint à démissionner de son poste de ministre de la Défense. Cet épisode marque une tragique réalité. Plus personne n'osera défier Mao qui s'obstine. Les années qui suivent seront abominables. Quand je suis allé dans les villages, oh là là, j'ai vraiment dû retenir mes larmes. À Mangdangshan, au nord de Yongchen, à peine arrivé, on voyait que les maisons étaient vides, complètement désertes. Les gens étaient allongés sur des nattes, le ventre vide et le corps gonflé, par manque de nourriture. On voyait bien qu'ils étaient en train de mourir de faim, ça sautait aux yeux. Dans ce comté, 120 000 personnes sont mortes sur une population totale d'1 million. À peu près 1 habitant sur 10 a péri de faim. Et ceux qui souffraient d'œdème étaient innombrables. Tu imagines ce que c'est de mourir de faim? De passer ses journées sans rien à manger? On devenait très maigre et en maigrissant, à un moment donné, on avait des gonflements. On était tellement gonflés que ça faisait peur. On avait des bleus partout sur le corps et dans ces cas-là, il ne faut pas manger de sel. Pourtant, beaucoup volaient du sel pour le manger en cachette. Tu étais présente quand tes grands-parents sont morts? Oui, De quoi sont-ils morts? ils sont morts de faim.
de constipation après avoir mangé de la boue pour calmer leur faim. Mon grand-père, on n'avait même pas de cercueil pour l'enterrer. Alors on l'a enseveli à même la terre. Personne n'enterrait les gens morts de faim. Qui pouvait le faire? Ils mouraient souvent au bord du chemin, loin de leur famille, qui n'avait pas la force de les enterrer. Je longeais le fleuve quand j'ai marché par inadvertance sur le ventre d'un cadavre. J'ai aussitôt lâché le chariot que je tirais pour m'enfuir. Un peu plus loin, je tombe à nouveau sur un cadavre. Cette fois, celui d'un enfant. Ça m'a fait une de ces peurs. Ce qui est le plus choquant dans tout ça, c'est que la population ne mourait pas de faim à cause d'une pénurie totale de nourriture. Les silos à grains de l'État étaient pleins. À l'époque des dynasties, lorsqu'il y avait des pénuries, les empereurs ouvraient les réserves et distribuaient cette nourriture aux populations en détresse. À l'inverse, la direction du Parti communiste, un régime qui prétend servir le peuple, a refusé de secourir sa population qui mourait de faim en n'ouvrant pas les greniers qui étaient pleins. C'est ça qui m'a vraiment sidéré. Des populations entières campaient autour des greniers à céréales. Ils imploraient « Parti communiste, donne-nous un peu de nourriture ». Ils suppliaient jusqu'à ce que la faim finisse par les achever. C'était inimaginable. Les régions où sévit la famine sont bouclées. La circulation des personnes et des informations est interdite. Mais nombreux sont ceux qui cherchent à fuir. Les rares qui peuvent se déplacer constatent que le dénuement est généralisé. Que le train s'est arrêté en gare, j'ai vu des foules de gens affamés qui tendaient la main par des fenêtres pour demander à manger. Tout le monde souffrait de faim à l'époque. Tous ces gens-là fuyaient la famine. Les enfants, les vieux, tous couraient autour du train pour mendier de la nourriture auprès des passagers. À partir de 1958, les villes sont pour ainsi dire protégées des campagnes. Les paysans ne peuvent pas se déplacer librement. Un paysan qui veut amener une vache au marché aura besoin d'un permis délivré par un cadre du parti. Les gens qui tentent de fuir les campagnes sont renvoyés chez eux. Les méthodes radicales de Mao interpellent son homologue soviétique, Nikita Khrouchtchev, qui est informé par ses conseillers sur le terrain. À l'occasion des grandioses cérémonies du 10e anniversaire de la Révolution chinoise, il prend Mao à part et l'adjure en vain de ne pas répéter les excès de la collectivisation stalinienne. Khrouchtchev confiera plus tard « Mao se croyait un envoyé de Dieu, chargé de la tâche divine de construire le socialisme avant l'Union soviétique. » Mao ignore la mise en garde de Khrouchtchev. Il ordonne, non seulement de poursuivre, mais d'augmenter les chiffres de production nécessaires, selon lui, au succès du grand bond en avant. 9 mois plus tard, Khrouchtchev suspend les accords de coopération avec la Chine et rapatrie 15 000 conseillers. C'est le début de la rupture entre les deux pays. Liu Shaoqi, élu président de la République en avril 1959, cherche à modérer Mao, qui préside toujours le parti. Il faudra attendre encore 1 an pour que Liu Shaoqi ordonne des enquêtes de terrain sur la réalité de la famine. Je suis parti enquêter à Yongchang, qui est le plus grand comté de la zone de Shangqiu, parce que je voulais vraiment savoir ce qu'il s'y passait. Yongchang n'était pas sous ma juridiction, mais sous celle de Shangqiu. Quand son chef a su que je venais enquêter, il m'a raconté des mensonges. Il a donné l'ordre à tous les gens que je voyais de répéter la même chose sur le bilan des morts de faim. Selon lui, en tout et pour tout,
90 000 personnes étaient mortes de manière non naturelle. En réalité, 120 000 personnes étaient déjà mortes, comme on disait à l'époque, de manière non naturelle, parce qu'il ne fallait pas dire qu'ils étaient morts de faim. Il a donné la consigne à chaque district de déclarer un certain nombre de morts, de manière à ce que le total ne dépasse jamais 90 000. Tout ça pour me cacher la vérité. 3 hauts fonctionnaires ont lancé des enquêtes officielles. Ils sont arrivés à un résultat de plusieurs dizaines de millions de morts de faim. Ils ont aussitôt rédigé un rapport à l'attention de Mao et Zhou Enlai. Mais Zhou Enlai leur a immédiatement ordonné de le détruire et de ne pas en parler. Quelques jours plus tard, Zhou les a même appelés pour s'assurer que ce rapport avait bien été brûlé. À l'université de Hong Kong, Zhou Sun travaille avec Frank Dikötter, qui a eu accès à certains témoignages contenus dans ses enquêtes. Ces documents font état de terribles réalités qui viennent conforter les rapports de ces 3 hauts fonctionnaires. J'ai eu connaissance d'un rapport très détaillé, rédigé par un militaire de haut rang. Ce militaire raconte qu'il rentre chez lui, dans le Hunan, et sur le chemin de son village, il se rend compte que les tombes des paysans dans les champs ont été ouvertes. Les dépouilles ont disparu, et il se demande par quel mystère une telle chose a pu se produire. À travers la pluie qui tombe, il aperçoit la maison du secrétaire du parti. De la fumée s'échappe de la cheminée. Il s'approche de la maison. Il pousse la porte et découvre 4 grandes marmites dans lesquelles des morceaux de corps humain sont en train de bouillir. Il se trouve que le secrétaire du parti du village avait décidé de recycler les morts en les faisant cuire pour en faire de l'engrais à répandre dans les champs. Pendant la Grande Famine, des milliers de cas de cannibalisme ont été répertoriés dans les rapports officiels. Il y en a plein les archives. J'ai connaissance d'un cas, au Gansu, où des gens mangeaient les morts de leur propre famille. La mère, avant de mourir, a dit à sa fille « Il ne reste plus rien à manger sur mon corps, juste le cœur. Quand je mourrai, tu pourras manger mon cœur. » Et c'est ce qui s'est passé. À sa mort, sa fille a mangé son cœur. Mais elle a à son tour été mangée par d'autres plus tard. Il y a dans la province du Hunan un cas très bien documenté par une équipe d'inspection envoyée dans cette zone rurale. Ils ont découvert qu'un père avait été forcé d'enterrer vivant son propre enfant parce qu'il avait volé de la nourriture. Ce père est mort de chagrin 3 semaines plus tard. Au printemps 1961, le président Liu Shaoqi part enquêter pendant plus d'1 an dans sa province natale du Hunan. Il constate que des amis et des membres de sa famille sont morts de faim sans qu'il n'en ait rien su, car les cadres locaux lui ont caché la vérité. Il est bouleversé. Pour Liu, il faut à tout prix stopper le grand bond en avant. Mais ce n'est qu'en janvier 1962 que le parti réunit 7000 cadres venus de tout le pays pour mettre un point final à la folle entreprise du grand bond en avant. Liu Shaoqi déclare que le parti est très largement responsable de la famine. Il contredit en cela Mao, qui depuis le début évalue les aspects néfastes de la politique du parti à seulement 10% des causes de la famine. Si la famine se poursuit et continue de faire des victimes jusqu'à la fin de 1962, la situation s'améliore doucement, avec le rétablissement des cultures des lopins de terre privés et des marchés libres. La collectivisation radicale des campagnes et ses quotas insensés de production agricole, ainsi que la production d'acier des petits hauts fourneaux, sont stoppés.
C'est la fin du grand bond en avant. De ces 4 années de tragédie, le monde ne sait rien. Tout a été mis en place par le régime de l'époque pour cacher à tout prix la vérité. Il y avait des journalistes occidentaux qui travaillaient à l'agence Chine Nouvelle. Ils traduisaient nos articles en anglais. Dans les années 60, ces étrangers prenaient régulièrement leurs vacances dans la province de l'Indrouille. Sur place, tout avait été arrangé pour leur arrivée. Les magasins autour de leur lieu de résidence avaient été remplis de victuailles. Des filles, très coquettement vêtues, avaient été réquisitionnées pour canoter sur un lac près de chez eux. La mise en scène était magnifique, et les étrangers ont écrit des articles à leur retour en jurant qu'il n'y avait pas de famine en Chine. Tout est mis en scène pour faire croire aux journalistes occidentaux que la Chine est un paradis de vertu et d'abondance. De la même façon, les responsables politiques étrangers se font abuser. De retour de Chine en 1961, François Mitterrand décrit Mao comme un humaniste, et certainement pas un dictateur. Il raconte que Mao lui a certifié « Le peuple chinois n'est en aucun cas au bord de la famine. Je le répète afin qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de famine en Chine. » Le mensonge est énorme. Les dirigeants chinois savent pertinemment que leur politique tue des dizaines de millions de personnes. La question de savoir qui devra répondre de ses actes devant l'histoire est plus que jamais un enjeu de pouvoir. Liu Shaoqi a été convoqué par Mao au bord de sa piscine. Et là, Liu a commis une grosse erreur en disant à Mao « Tu es aussi responsable de la famine et du cannibalisme que moi, et tout ça sera consigné dans les livres d'histoire. L'histoire nous jugera. » Je pense que c'est à cet instant précis que Mao a compris que cet homme était son pire ennemi et qu'il fallait s'en débarrasser. Mao ne veut être mis en difficulté ni sur ce sujet, ni sur d'autres. Alors, pour reprendre une nouvelle fois le pouvoir, il lance la jeunesse chinoise dans le mouvement de la révolution culturelle contre les bureaucrates du parti. Il profite de la radicalisation de la situation pour faire critiquer, puis arrêter Liu Shaoqi par les jeunes gardes rouges. Emprisonné, privé de soins, Liu meurt dans une cellule en 1969. Dorénavant, plus personne n'osera reparler de la grande famine et des responsabilités de Mao dans cette tragédie. Qui est responsable? Il y a une réponse simple et une réponse très compliquée. La réponse simple est que Mao, le président Mao, est responsable. C'était son projet, il en était l'initiateur, et c'est lui qui y a mis fin. Il est responsable d'un bout à l'autre. Mao est l'un des plus grands criminels de masse du XXe siècle. La réponse devient plus compliquée quand on se demande comment un seul homme a pu perpétrer tant de méfaits. Il me semble que ce sont à la fois l'homme et le système qui sont responsables de tout ça. Ce sont tous les membres du Parti communiste chinois de l'époque qui sont collectivement responsables. Pourquoi, 50 ans après la Grande Famine, les autorités refusent-elles toujours d'en reconnaître la réalité, d'en débattre et d'en tirer des leçons? Je pense que leur attitude est stupide. Le pouvoir est persuadé que ça pourrait porter atteinte à la légitimité du régime communiste et menacer sa direction. À mon avis, leurs craintes sont sans fondement. Vous savez pourquoi j'ai voulu écrire mon livre Pierre Tombal? Je suis moi-même membre du Parti communiste. Si j'ai écrit ce livre, c'est tout d'abord pour alléger les épaules du Parti communiste, qui continue de porter l'énorme fardeau de cette histoire. Forcément, un jour, il devra se libérer de ce poids, et le plus tôt serait le mieux. Je suis convaincu qu'une nation qui n'est pas capable de se confronter réellement à sa propre histoire n'a pas d'avenir. Lorsque Mao meurt en septembre 1976, il laisse derrière lui un pays déchiré. La nation rend hommage au grand timonier lors de grandioses funérailles. Mais dans cette foule recueillie,
nombreux sont ceux qui pensent sans doute aux proches disparus lors de la Grande Famine. Aujourd'hui, le bilan chiffré des victimes divise encore les historiens. Yang Shisheng estime que les 4 années de la Grande Famine ont tué au moins 36 millions de personnes. Frank Dikötter évalue le nombre de morts à au moins 45 millions. D'autres historiens chinois avancent le chiffre de 55 millions, soit pratiquement le bilan global des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Pour les commémorer, il n'existe en Chine aucun monument, si ce n'est ce modeste édifice égaré au milieu de la campagne du Henan. Il a été érigé il y a quelques années par un paysan qui a bravé le silence que le pouvoir communiste fait toujours peser sur cet indicible holocauste.